Donc, au programme de ce webinaire, on va regarder, on va s'intéresser rapidement à l'analyse de cycle de vie d'un produit. Si vous n'avez pas suivi la formation la sensibilisation du pôle éco-conception, ce sera l'occasion de faire un petit rappel et de faire un petit focus là-dessus, car c'est de là qu'on part. On va aussi réfléchir à comment adapter ce cycle de vie à une action de formation. On va explorer des exemples concrets par rapport à ce cycle de vie pour une action de formation. Et puis on va découvrir d'autres bonnes pratiques, d'autres façons d'imaginer le cycle de vie et son analyse d'une formation. On va explorer ce que fait la société Orange avec son campus de formation et nous accueillerons donc, et j'en suis ravi, Muriel Mérienne de l'organisme de formation Formétique qui a mené ce travail d'analyse de cycle de vie d'une formation avec les Greta, si je ne m'abuse. J'espère que je ne me trompe pas, Muriel, si je me trompe, tu lèves la main, tu hurles et tu dis mais non, c'est pas les Greta, mais il me semble, donc avec une méthodologie différente. Les objectifs de ce webinaire, donc définir les impacts d'une formation à chaque étape de son cycle de vie, établir des actions de mitigation, hein, comment atténuer les effets et essayer d'imaginer comment appliquer la méthode à votre école ou à votre organisme de formation. Donc, la formation a des impacts. Donc là, je vous ai mis plutôt les impacts négatifs, avec trois postes d'impact direct et indirect sur l'environnement, qui sont en première position, en tête sur le podium, les transports des apprenants essentiellement. Ensuite, les consommations d'énergie qui vont être liées au bâtiment de formation ou aux habitats des apprenants d'ailleurs quand ils sont à distance. Et en troisième position, les émissions liées au numérique. Et ces trois postes d'impact, hein, c'est quelque chose ils sont vérifiés. J'en avais parlé la dernière fois, mais bon, je le rappelle, on avait réalisé, nous, entre 2021 et 2023, une étude dans le cadre d'un projet européen avec la société Hublot, qui est donc un bureau d'études parisien qui est spécialisé dans l'analyse et la mesure des impacts. Et on avait analysé 3 cas d'usage, 1 heure de cours magistral synchrone en visio, 1 heure d'auto-formation asynchrone sur une plateforme de formation et 1 heure de formation en présentiel. On avait obtenu les mêmes postes d'impact dans cet ordre-là, transport, consommation énergétique et les émissions liées au numérique. Cette étude, elle est disponible hein, au format livre blanc. Vous pouvez aussi, je pourrais vous partager le lien. Elle est aussi, vous pouvez regarder le replay du webinaire du 13 juin où je la développe. Elle est aussi disponible sur My Green Training Box dans une version un peu allégée. Et ces résultats concordent également avec le rapport du Shift Project sur la formation des actifs pour la transition écologique, qui est sorti en début d'année, hein, que je vous recommande vraiment. Et donc, il souligne que la formation a un impact direct et indirect sur l'environnement, et notamment par les déplacements des formateurs et des apprenants, l'utilisation des bâtiments et les émissions liées au numérique. Donc, la formation a un impact et maintenant, on va voir comment on peut essayer de réfléchir à un cycle de vie, une analyse de cycle de vie pour tenter de diminuer
ces impacts-là. Est-ce que vous avez des questions ou on peut continuer? Allez, je continue, mais vous pouvez poser des questions à tout moment. Alors, comment on peut éco-concevoir une formation? Je vais vous présenter, on va vous présenter plusieurs pratiques. La première, c'est comment nous, chez My Green Training Box, on éco-conçoit une formation, donc une formation dans notre cas qui sera numérique. Euh, je vous raconterai ensuite la démarche d'éco-learning chez Orange Campus et puis enfin Muriel Mérienne de Formétique nous exposera sa démarche d'éco-conception d'une formation avec les Greta. Donc chez My Training Box, on est parti de l'analyse de cycle de vie, donc l'ACV d'un produit. Donc l'ACV, rapidement, hein, c'est une méthode normée qui permet de réaliser un bilan environnemental et qui prend en compte plusieurs critères, généralement 5 critères. Donc le premier va concerner l'extraction de matières premières. Le deuxième critère, la fabrication du produit. Le troisième critère, on va être sur sa distribution. Le quatrième, on va être sur l'utilisation de ce produit. Et le dernier critère, on va être sur la gestion de la fin de vie de ce produit. Alors vous voyez que la flèche part sur la gauche, car la gestion de fin de vie, elle peut s'imaginer à deux niveaux, hein. Le cercle peut se continuer harmonieusement parce qu'on va être dans une démarche de recyclage, soit on va jeter, effectivement, on va mettre au rebut le produit et donc ça sort de ce cycle de vie. Donc nous, chez My Training Box, qu'est-ce qu'on a fait? Simplement, nous avons transposé ces 5 phases à la formation, et donc dans notre cas à la formation numérique. L'ACV que je vais vous présenter, c'est l'ACV qu'on a mis en œuvre chez My Training Box, hein. C'est pas the ACV de la formation, hein. De toute façon, the ACV de la formation, il n'existe pas aujourd'hui, et ça va être un peu le but, hein, de ce webinaire, de vous donner des outils pour vous avoir votre propre ACV, parce que, par exemple, j'ai entendu là, Lauriane, dans les solutions que tu as évoquées, l'achat de matériel. Nous, par exemple, chez My Training Box, on crée des formations numériques. On n'achète pas des parpaings et du béton pour des plateaux techniques en BTP, par exemple. On n'achète pas des cajots de tomates pour faire du gazpacho. Donc, du coup, ça peut effectivement se penser différemment en fonction de votre organisme et en fonction des formations que vous proposez. Donc nous, les 5 phases, donc là vous les avez à l'écran, et puis après je vais les détailler une par une et vous donner des exemples de pratiques, de choses qu'on peut imaginer. Donc nous, ce sont les 5 phases qu'on a retenues chez My Training Box. La première, c'est donc la conception. Et quand on parle de conception, on parle, ça s'apparente à l'ingénierie de formation. Donc, j'ai oublié le prénom, mais qui a parlé d'analyse des besoins, mais c'est vraiment de ça dont on parle, hein. C'est de l'analyse des besoins, va découler, en tout cas, elle va nous permettre de définir le cadre du dispositif de notre formation. Ça va nous permettre de définir les modalités pédagogiques. Basiquement, est-ce que je fais du présentiel, est-ce que je fais du distanciel? Ça va nous permettre d'imaginer les modalités d'évaluation, les modalités de suivi des apprenants, etc. Donc là, on est vraiment dans la phase de conception.
Ensuite va venir, là, on a gardé le terme, la fabrication, et nous, ici, on va parler d'ingénierie pédagogique. Donc là, on parle vraiment de la création des contenus de la formation, que ce soit les outils de présentation, que ce soit des podcasts pédagogiques, que ce soit des livrets, que ce soit des vidéos pédagogiques, etc. Ensuite, en 3, vient la diffusion de la formation. Donc la formation, elle peut être diffusée en présentiel, elle peut être diffusée à distance, elle peut être diffusée en blended, donc mix présentiel, distanciel, et ça, ce sera défini euh, pendant la phase de conception. La phase 4, ça va concerner l'utilisation de ma formation, hein, une fois qu'elle est disponible. Ma formation, elle va être utilisée par des apprenants, elle va être utilisée par des enseignants et par des formateurs. Et enfin, la dernière phase, ça va concerner la fin de vie de la formation, comment on gère la fin de vie des contenus de formation, généralement des contenus numériques. Alors avant de rentrer dans le détail de chaque phase et de réfléchir à quelles actions on pourrait mettre en œuvre pour réduire l'impact, euh, moi, j'aime bien insister toujours, la dernière fois, j'avais fait un warning pour se tranquilliser un petit peu là-dessus, mais sur le contrat quand même qui nous lie aux apprenants, à nos utilisateurs, qui est quand même de proposer des formations de qualité et qui vont répondre aux besoins qui ont été exprimés. Et ça, c'est vraiment une réflexion qui est importante hein, dans une démarche de formation responsable, parce que c'est de ça dont on parle hein, quand on commence à réfléchir à l'ACV d'une formation, c'est une démarche d'ingénierie de formation qui va être responsable. Et donc, ce n'est pas seulement considérer la seule dimension écologique. Et d'ailleurs, quand vous avez parlé des impacts, c'est super parce que vous avez parlé de l'impact social, vous avez parlé de l'impact économique, et ce sont des piliers qui sont à prendre en compte dans une optique clairement plus large de développement durable. Donc le premier objectif d'une formation, c'est vraiment de permettre à des apprenants de monter en compétences, d'accéder si possible à une existence plus durable et clairement voilà, cette notion de valeur, ça va être le fil conducteur de votre démarche, et donc vous allez considérer les impacts positifs mais aussi les impacts négatifs dans leur globalité et pas se concentrer seulement sur chaque petit détail, parce que oui, vous allez avoir des impacts négatifs. Mais l'idée, voilà, c'est il faut se tranquilliser par rapport à ça. Vous n'allez pas gommer tous vos impacts négatifs, c'est trouver la juste balance et le bon équilibre pour être le plus responsable possible. Donc on va commencer avec la conception, hein, donc qui va être la première phase de notre cycle de formation, qu'on va apparenter donc à l'ingénierie de formation. Donc si on est dans une optique de développer une formation responsable, c'est évidemment une phase donc très importante hein, qui va vraiment poser les bases d'une action, des bases d'un plan d'action qui va être responsable et qui va s'intégrer au plan de la formation. Donc pour définir une méthodologie responsable, cette méthodologie, elle va prendre en considération les besoins des apprenants et de la formation pour remplir les objectifs annoncés. Donc par exemple, si votre formation elle se déroule à distance, euh, simplement,
vous allez vous assurer que vos apprenants, vos participants, ils possèdent les équipements nécessaires pour la suivre et qu'ils ne vont pas avoir besoin d'acheter un nouvel ordinateur ou qu'ils ne vont pas avoir besoin de se déplacer pour la suivre, car, par exemple, parce que leur connexion Internet, elle est pas suffisante, elle est pas suffisante à leur domicile. Si vos apprenants, ils achètent un nouvel ordinateur et ils se déplacent, parce que c'est des conditions sine qua non pour suivre la formation, ils pourront la suivre convenablement, mais on comprend bien que les impacts environnementaux liés au transport et les impacts économiques, parce qu'il y aura l'achat d'un ordinateur, ils vont être affectés. Mais s'ils ne le font pas, ils ne pourront pas suivre la formation. Et donc ici, on va se retrouver face à un impact social. Si par exemple on est sur une formation pour des demandeurs d'emploi qui leur permet d'accéder à une nouvelle certification, à un nouvel emploi, quelque chose comme ça, mais clairement c'est là-dessus qu'on va impacter. Alors qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer pour répondre à ce genre de problème? Alors on peut s'enquérir, par exemple, pendant la phase 1, pendant la phase de conception, quel est l'équipement de mes apprenants et essayer d'identifier des apprenants qui pourraient rencontrer des difficultés. On peut leur proposer des solutions. On peut leur proposer par exemple le prêt d'un ordinateur, le temps de la formation. Euh, on peut aussi réfléchir à une ingénierie pédagogique qui va peut-être s'adapter à du matériel qui va être moins performant. Hein. Clairement, si on a prévu de faire de la réalité augmentée, des choses comme ça peut être un frein pour certains équipements, pour certaines connexions, et peut-être que par rapport à nos apprenants, c'est pas forcément une très bonne idée. En tout cas, c'est vous qui allez réfléchir aux méthodes qui vont vous permettre d'aligner les trois curseurs, l'environnement, l'économique, le social, et essayer de le faire le mieux possible en fonction des moyens disponibles. En ce qui concerne la fabrication, donc là on est vraiment sur la fabrication des contenus de formation, on est sur l'ingénierie pédagogique et pour mettre en œuvre une ingénierie pédagogique responsable, la première action, j'ai envie de dire, ça va être d'adopter le numérique responsable. Je vous ai dit que je parlais beaucoup de la formation des équipes au numérique responsable et clairement pour adopter le numérique responsable, on va avoir trois grandes étapes. On va avoir l'acculturation, ce que vous faites ce matin. On va avoir la formation et on va avoir l'adoption. Donc l'acculturation auprès de vos équipes, ça va permettre de les initier à ces idées de numérique responsable. Ça va permettre aussi de commencer à instiller le numérique responsable dans votre organisation. La formation, on va passer sur l'apprentissage concret de comment appliquer ça à son métier au quotidien, parce que c'est peut-être pas évident pour un ingénieur ou une ingénieure pédagogique de se projeter sur comment j'intègre ces notions-là dans mon métier, et enfin l'adoption qui va se faire enfin à l'échelle de votre organisation de façon collégiale et qui va permettre d'acter vraiment les principales actions à mettre en œuvre. Et ça va être important pour vos ingénieurs pédagogiques. Ils auront une direction, ils sauront comment la suivre et surtout pourquoi la suivre. Hein.
Pour rappel, nos équipes pédagogiques, il y a, alors j'allais dire il y a eu, mais non, il y a Calliope, il y a la digitalisation euh, poussée depuis le Covid, hein, on en est tous conscients. Donc c'est vrai que c'est important de répéter et de rappeler que si vous ajoutez la couche numérique responsable, euh, cycle de vie d'une formation, ça peut faire beaucoup et il faut les accompagner, il faut que ça ait un sens. Pendant la phase de conception, on va aussi travailler sur l'accessibilité des ressources qu'on va développer. J'avais parlé la dernière fois, mais pour ceux qui n'étaient pas là, du RGAA, qui est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, qui est disponible en ligne, qui apporte des pistes de réflexion pour développer des ressources numériques qui vont être utilisables par le plus d'utilisateurs possible. Et donc, clairement, ça permettra de mesurer l'accessibilité de ces contenus-là. Et un ingénieur PEDA, il peut par exemple réfléchir, travailler sur des alternatives. Une ressource pédagogique, elle peut se décliner sous plusieurs supports, que ce soit par exemple des vidéos, du texte, du son, et ça permet donc d'augmenter son accessibilité. Un ingénieur PEDA, il peut travailler également sur les contrastes. Il existe des applications gratuites qui permettent de s'assurer que le contraste entre la couleur du texte et la couleur de son arrière-plan est suffisamment élevé et ainsi accessible à des apprenants qui souffriraient de troubles visuels. Et enfin, on en parlait pendant la phase 1, mais un ingénieur pédagogique peut s'intéresser à la compatibilité avec les outils anciens, avec les outils actuels et les outils futurs. Euh, le matériel numérique évolue très vite et clairement, c'est des bonnes questions à se poser en termes de cycle de vie, de la durabilité de nos contenus par rapport aux outils. Donc il est possible de réduire l'impact de l'ingénierie pédagogique euh, vraiment en réutilisant déjà et mettant à jour du contenu existant, euh, en utilisant du contenu externe existant. Je pense qu'on va tous sur YouTube. YouTube, c'est truffé alors, de ressources pédagogiques pas forcément top, mais il y en a aussi des très bien. Et réutiliser du contenu externe existant, c'est une façon de réduire son impact. Aussi d'utiliser des outils de création pédagogique qui vont pas nécessiter d'acheter du matériel neuf. Je veux dire, si à chaque fois que vous créez des contenus, vous investissez dans un nouveau logiciel qui va nécessiter l'achat d'un nouvel ordinateur, on peut comprendre que l'impact va être important. Et un autre conseil, on peut par exemple aussi éviter des supports numériques qui sont trop lourds, qui vont être pleins d'images téléchargées et qui sont jamais compressées. On va passer à la troisième phase, donc la diffusion de la formation. Donc là, j'ai coupé présentiel, distanciel et blended. Donc vos ressources PEDA, elles sont prêtes. La formation, elle est prête à être diffusée. Et maintenant, il va falloir réfléchir à une diffusion responsable qui va permettre de choisir la modalité qui va être la mieux adaptée à vos apprenants, la mieux adaptée à votre pédagogie et qui va avoir un impact le moins important. Donc le présentiel, on imagine très bien que son impact il va être important à cause des transports et l'énergie dépensée par l'organisme de formation, par l'école, pour
chauffer en hiver, ventiler en été, éclairer les salles de formation. Donc on va vraiment raisonner en termes d'intérêt pédagogique. Donc vous voyez, je vous parlais du fil conducteur de la valeur de la formation, ça doit vous animer tout du long, c'est ça votre métier. Hein, vous n'êtes pas là pour faire des études d'impact, on n'est pas là pour on est des formateurs, on est des ingénieurs pédagogiques, et notre job c'est de diffuser de bonnes formations. Donc on peut se poser des questions, par exemple, est-ce que c'est nécessaire de faire se déplacer un groupe d'apprenants pour un cours magistral où il n'y a aucune interaction? Alors, c'est une bonne question qu'on peut se poser. Par exemple, là, la visio qu'on a ce matin, c'est très bien qu'on le fasse à distance. On l'aurait fait en présentiel, ça aurait été une autre organisation pédagogique, on aurait fait des ateliers, on aurait fait les choses différemment. Mais dans ce sens-là, pour une acculturation, pour une sensibilisation, c'est très bien de le faire comme ça. Vous êtes sur Montpellier, vous êtes sur Toulouse, vous êtes partout sur la région, évidemment, pas qu'à Montpellier et Toulouse, mais voilà, ça permet d'éviter beaucoup de déplacements et d'impact. Et le présentiel, on peut peut-être le réfléchir pour le garder pour des cours qui vont être peut-être plus techniques. On pense au BTP par exemple, une plateforme pédagogique pour monter des murs. C'est sûr que c'est mieux de le faire en présentiel que de le faire à distance. Moi, en tout cas, je préfère que les maçons qui viennent travailler chez moi, ils aient été formés sur des plateformes pédagogiques où on va garder le présentiel pour souvent sur des activités qui vont nécessiter, qui vont être axées sur l'échange entre les apprenants et les équipes pédagogiques. Et ensuite, on peut en présentiel mettre en œuvre des pratiques. Alors, je pense que quand il y a eu la crise énergétique, on a tous reçu nos petits fascicules sur l'impact du +1, -1 degré sur le thermostat. Donc, effectivement, nous, on peut faire attention à pas surchauffer les salles de classe, à ventiler que si c'est nécessaire, à faire attention aux impressions, à sensibiliser au covoiturage. Et on peut aussi, même en présentiel, privilégier des contenus pédagogiques plus sobres. Hein, on n'est pas obligé de faire des PowerPoint avec encore une fois beaucoup d'images qu'on va télécharger hein, et qu'on va peut-être pas toutes les utiliser, donc on aura téléchargé beaucoup de place sur nos serveurs. Et puis des contenus, en plus si vous les diffusez aux apprenants, c'est mieux d'avoir des ressources moins lourdes, on va dire. En ce qui concerne la diffusion en distanciel, donc le distanciel, ça va avoir un impact numérique plus important que le présentiel, mais par contre, ça va atténuer effectivement les transports euh, les consommations d'énergie qui sont quand même plus importantes dans un centre de formation qu'à domicile. Donc ça va, ici, sur la diffusion, on va réfléchir à ces pratiques pédagogiques que ce soit pendant les temps synchrones ou les temps asynchrones d'une formation. Alors pendant les temps synchrones, par exemple, on peut éviter l'utilisation des caméras pendant les visioconférences. Alors là, je ne vous vois pas tous, je vois que Lauriane, je ne sais pas si vos caméras sont allumées, pas allumées, etc. Mais clairement, vous n'avez pas besoin d'allumer vos caméras. Il n'y a pas de but pédagogique à ce que je vous vois. Et la caméra, clairement, hein, vous le voyez de toute façon sur vos ordinateurs, la charge se vide beaucoup plus rapidement quand les caméras sont allumées. On peut aussi, sur du synchrone à distance, éviter les présentations trop lourdes hein, pour les mêmes raisons, pour les mêmes raisons qu'en présentiel. Et peut-être aussi éviter l'utilisation d'un second écran. Moi j'en ai un aujourd'hui parce que c'est plus pratique d'un point de vue pédagogique de pouvoir avoir ma présentation et oui Yann, le fait de flouter est plus consommateur en énergie. Donc moi je floute jamais et j'assume mes décors à l'arrière. Mais l'utilisation du second écran là, par exemple, alors voilà, hein, je ne sais pas si vous avez des seconds écrans allumés, mais si vous avez un second écran allumé, c'est sûrement
pour une raison qui n'est pas liée à cette formation et peut-être pour continuer à suivre vos emails, mais a-t-on besoin de lire ces emails quand on assiste à un webinaire? Bon, je vous taquine, je le fais exprès, mais en tout cas, c'est des questions en fait à se poser. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser un deuxième écran? Et pendant les temps asynchrones, euh, ben, de toute façon, tout est lié, hein, je veux dire, toutes les actions, tous les cycles du cycle de vie sont liés. On va essayer de proposer des ressources numériques qui vont être accessibles à tout le monde, qui vont pas nécessiter d'acheter un ordinateur, qui vont pas nécessiter une connexion Internet très haut débit. On va éviter des PDF de 200 pages hein, qu'on va lire, que vos apprenants vont lire derrière un écran. Hein, d'un point de vue pédagogique, balancer un PDF, demander à un apprenant de le lire, bon, c'est pas super pertinent. Et puis, on va aussi éviter les vidéos trop longues. Et je dis pas ça pour dire il faut faire du micro-learning, c'est pas ça du tout que je dis. Ce que je veux dire, c'est que on voit, alors moins quand même, c'est vrai, mais on voit trop de vidéos, de replays qui sont mis en ligne sans aucune édition des vidéos. Vous avez des fois 15 minutes au démarrage, vous avez tout le monde qui arrive, qui se connecte, vous m'entendez bien, non, je vous entends pas, etc. Et on laisse tout ça sur la vidéo et tout ça, en fait, ça prend de la place sur les serveurs. Ça dépense plus d'énergie. On a besoin d'une meilleure connexion parce que c'est des vidéos qui sont plus longues. Donc c'est du stream qui est plus, qui est plus, qui consomme plus en fait. Donc il faut éditer les vidéos. Il faut chapitrer, il faut couper. Enfin, c'est vraiment, voilà, ça fait partie, par exemple, de ces bonnes pratiques-là. Et donc, il y a aussi la diffusion en blended, donc le mix présentiel distanciel, donc il va s'avérer en fait une bonne solution hein, pour répondre aux enjeux pédagogiques et de responsabilité, on va dire, de certaines formations. Ça permet de bénéficier en fait du meilleur des deux modalités. Euh, mais quand même, attention, hein, quand vous faites les plannings des formations, d'éviter le même jour du présentiel, du distanciel, car si on l'avait dit la dernière fois, hein, mais je le répète, si vous avez une demi-journée en présentiel et l'autre à distance, vous substituez pas le transport. Le transport reste le même et vous y ajoutez les, euh, les impacts du numérique. Euh, Là, donc on va passer à je vois qu'il y a d'autres questions, mais peut-être après, donc je vais passer à l'utilisation. Donc votre formation là, elle est vraiment prête à être utilisée par vos apprenants. Et moi, je pense qu'une formation responsable, elle a besoin d'apprenants responsables. Donc vos apprenants, ça va être important de les sensibiliser au numérique responsable et oui, Anne, je suis d'accord de leur expliquer vos décisions pédagogiques que vous avez mis en œuvre pour répondre à vos objectifs de responsabilité et d'impact de leur formation. Donc ça, effectivement, vous pouvez le faire de plusieurs façons. D'abord, il faut sensibiliser vos apprenants au numérique responsable. Ça, vous pouvez le faire par exemple en préambule, hein, au démarrage de la formation. Comme souvent, il est nécessaire de rappeler le programme de la formation, le règlement intérieur. Vous pouvez ajouter un encart sur le numérique responsable. Euh, Cette intro sur le numérique responsable, ça peut prendre la forme d'un échange, ça peut se faire en présentiel, ça peut se faire en distanciel. Vous pouvez définir ce qu'est le numérique responsable et l'impact sur la formation qui va démarrer. Vous pouvez aussi prévoir un livrable qui sera accessible pendant toute la formation. Ça pourra donner le ton aussi sur le type de ressources que vous allez utiliser, si elles sont un peu plus sobres. Et pour vraiment entériner ce contrat, on va dire moral, entre vos apprenants et vous, vous pouvez ajouter pourquoi pas un article dans le contrat de formation ou dans le règlement de formation. Alors pourquoi pas, soyons fous, vous pouvez avoir une charte de l'apprenant responsable que vous pourrez leur diffuser. Et ensuite, vous allez définir des règles d'utilisation. Donc c'est vous, comme vous avez fixé vos curseurs entre les trois piliers,
c'est vous qui allez fixer les règles d'utilisation de votre formation. Et donc on peut donner des exemples, on a déjà parlé, fixer des règles pédagogiques d'utilisation de la caméra en visioconférence. Moi j'adore quand les enseignants me disent je supporte pas de pas les voir. Ouais, bon. Moi franchement, si des fois j'ai des visios à 8 heures du matin, il vaut mieux pas me voir d'ailleurs. Et si c'est pas si c'est pas pertinent, c'est peut-être mieux comme ça. On peut aussi les sensibiliser à vraiment mettre en œuvre le covoiturage. On peut les sensibiliser. Alors ça maintenant, ça quand même c'est une question qui se pose moins, mais sur diminuer la quantité de contenu à imprimer. Et on peut aussi, c'est intéressant, je pense, euh, instaurer un droit à la déconnexion sur certaines activités de la formation. Est-ce que on peut essayer de réfléchir à des activités qui vont pas être connectées à des activités numériques en fait. Ça peut très bien se penser, s'imaginer, se mettre en œuvre et qu'il y ait un droit à la déconnexion. Je pense que c'est intéressant. En tout cas, ces règles d'utilisation, elles vont vraiment dépendre des 3 premières phases du cycle de vie de votre formation, et donc ce sera toujours défini en fonction des objectifs initiaux et de la valeur que vous souhaitez apporter à vos apprenants. Je vais me dépêcher un petit peu, sinon je vais être encore à la bourre. Sur donc la dernière phase, ça va concerner la fin de vie donc la gestion de fin de vie de ces contenus. Euh, donc c'est clair qu'une formation, ça requiert des mises à jour fréquentes. Pour les réduire, il faut les anticiper dès la phase d'ingénierie pédagogique. Alors c'est sûr, on ne pourra pas faire l'économie par exemple, si vous proposez une formation sur un logiciel et que le logiciel il a totalement changé son interface. Je me souviens, il y avait eu un truc comme ça sur Microsoft Office il y a longtemps, plusieurs années. Clairement, il faut refaire les contenus. Si vous proposez une formation sur une réglementation qui passe à la trappe, euh, qui évolue, il faut s'adapter à la nouvelle réglementation. Mais en tout cas, pour le reste, on peut anticiper et essayer d'offrir à nos contenus la durée de vie qui va être la plus longue possible. Euh, par exemple, on peut s'appuyer sur, par exemple, les données chiffrées. Les données chiffrées, c'est vraiment, je pense, le pire ennemi des contenus de formation. Il faut souvent les actualiser, parce que si on a des statistiques trop anciennes, ça va vite donner un aspect un peu dépassé à nos ressources. Sur le dernier webinaire, je vous donnais des données de 2025 par rapport au dernier rapport Green IT. Je pense que si j'avais été sur des données de 1994, vous aurez dit, ça a peut-être évolué depuis. Donc il faut vraiment les utiliser avec parcimonie et réfléchir aussi où on va les inclure. Moi, je propose souvent à mes clients par exemple, d'éviter dans les contenus vidéo. Alors on en met toujours un peu, mais en tout cas d'éviter parce que c'est plus difficile à modifier et ça demande plus d'énergie euh, humaine, mais pas que en fait, pour les modifier, alors que ça va être plus simple de les modifier sur une présentation ou sur un PDF. Et donc ça peut être intéressant en tout cas de mettre en place des outils pour suivre ces mises à jour. Ça peut être des outils simples. Enfin, nous on a des tableaux Excel qui listent pour chaque formation. Par exemple, voilà, sur telle formation, sur le module 8, de la vidéo 7, je parle d'une réglementation qui va entrer en vigueur dans 2 ans, je note qu'il me faut une alerte pour faire une mise à jour quand cette réglementation elle va entrer en vigueur. Euh, et ensuite, il faut réfléchir aussi à la destruction des fichiers numériques. Donc là, c'est la flèche qui partait sur la gauche. Et il faut vraiment qu'on apprenne à se débarrasser de nos fichiers numériques, surtout ceux qu'on n'utilise plus. Est-ce qu'on a besoin de garder tous les fichiers, toutes les mises à jour des fichiers? Est-ce qu'on a besoin de garder les contenus numériques d'une formation qu'on n'a même plus au catalogue? Donc faire de la place sur nos disques durs,
C'est vraiment une étape importante de la gestion de la fin de vie d'une formation. Ça sert à rien de garder sur des plateformes des contenus obsolètes. On en parlait tout à l'heure. C'est important d'analyser l'utilisation des contenus pour savoir s'ils sont ou peu utilisés en fait. Et s'ils ne sont pas ou peu utilisés, il faut se demander pourquoi ils ne sont pas ou peu utilisés, et il faut réfléchir soit à leur refonte, parce que peut-être qu'ils ne sont pas ou peu utilisés parce qu'ils ne sont pas à jour, parce que voilà, ou il faut réfléchir à les supprimer. Parce que peut-être qu'ils servent à rien. Ils servent plus à rien. Alors je sais que c'est difficile, c'est du travail, on a passé du temps à créer des contenus, etc. Mais c'est des vraies questions qu'il faut se poser. Donc une formation, des contenus de formation, ils ont une certaine durée de vie. Et dans le cadre d'une ingénierie responsable, il faut réfléchir à la durabilité des contenus pédagogiques. Il faut s'assurer que leur durée de vie elle soit optimale et mettre en place des procédés de mise à jour et de suppression adéquats. Donc ça, ce sont les 5 phases de notre ACV chez My Training Box. Et donc, vous, dans votre organisation, de travailler sur chacune de ces 5 phases, ou de les modifier, hein, bien sûr, hein, d'avoir vos phases, ça va vous permettre de mettre en œuvre des actions responsables à chaque étape de la vie de votre formation, et éventuellement de les mesurer. Parce qu'on mesure ce qu'on met en œuvre. Donc forcément, les mesures ne sont pas forcément les mêmes. Donc vous pouvez créer votre propre analyse de cycle de vie par rapport à la spécificité de vos formations ou de votre organisme de formation.